On va parler de Rennes, on en a parlé hier. On va être une nouvelle fois avec Monsieur Gallet qui était là hier et j'ai une question à lui poser que je ne lui ai pas posée hier et qui a une question absolument importante. Mais avant cela, peut-être la séquence des tirs dans la nuit de samedi à dimanche. Vous êtes dans Rennes et pendant une heure, il va y avoir des échanges ou de tirs ou de Kalachnikov. Voyez cette séquence et écoutez pour nos amis d'Europe 1. wesh, t'es mal. Wesh, t'es mal. Buradan. Semra'nın binasının içine doldular. Wesh. Voilà, c'est quoi ça? On va être donc en direct de Rennes dans une seconde, mais voyez le sujet de Mickaël Chailloux et voyez surtout la détresse de ceux qui habitent dans ce quartier de Rennes. Les impacts de balles sont visibles partout en nombre sur les entrées des immeubles de la place du Banat. Les habitants parlent mais ne veulent pas être filmés. Tous sont sous le choc. Je m'excuse, j'ai du mal à parler. D'entendre tous ces coups là, on n'est pas habitué à ça, quoi. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'avoir peur. Ça tirait pendant au moins 30 minutes. Ça tirait, c'est comme si c'était une guerre, en fait. Il y avait vraiment des garçons là avec des armes. Ouais. Et disaient fermez vos volets. Je sais pas comment on appelle ça, c'était un peu des armes longues. Le procureur de Rennes confirme l'emploi d'armes de type Kalachnikov calibre 7,62. 2 hommes ont été blessés dans cette fusillade pour le contrôle d'un point de deal. 1 heure de tir d'une grande intensité du jamais vu à Rennes. C'est la grande délinquance, hein. Quand on utilise des armes longues, des tirs en rafale, quand on voit les individus qui sont cagoulés, porteurs de gilets pare-balles, comment voulez-vous appeler ça autrement? Cet homme de 81 ans a retrouvé 2 douilles dans sa cuisine dimanche matin. La balle est rentrée par le montant de la fenêtre. Elle a sectionné le tourniquet pour monter le volet. Elle a suivi son chemin dans mon micro-ondes. Et si j'étais venu dans la cuisine, je serais mort actuellement. Le couple de retraités ne souhaite qu'une chose maintenant, déménager comme la plupart des habitants rencontrés. On était hier avec Frédéric Gallet, qui est un responsable policier d'Alliance. Et Monsieur Gallet, merci d'être avec nous. Et il y a une question, effectivement, après l'émission, que beaucoup de gens m'ont posée, que je ne vous ai pas posée, et je le regrette. Comment se fait-il que pendant 1 heure, il y ait des tirs sans que la police ne soit intervenue? Alors, c'est pas qu'on soit pas intervenu, c'est que l'urgence n'était pas vitale, puisque tous les appels 17 et les témoins sur place ainsi que les collègues ne mentionnaient aucun blessé ni dans les immeubles ni sur les individus sur place, puisque les 2 seuls individus blessés ont été transportés tout de suite à l'hôpital et ont été protégés par les effectifs. Après, il y a eu le déclenchement du raid. Il faut du temps pour que le raid arrive sur place. Et il a fallu organiser les colonnes avec du matériel lourd, s'équiper en lourd avec les armes longues et nos G36 ainsi que les protections lourdes. Donc le directeur s'est déplacé sur place, a organisé l'intervention et d'où ce délai. Et la stratégie a été plutôt bonne, puisque le bilan en termes de blessés est très léger, puisqu'il y a 2 seuls blessés par balle et il n'y a pas de mort. Donc oui, le délai a été long, mais le délai est justifié par la prudence et on s'est adapté à la situation. Je devine une forme de diplomatie dans votre réponse que je peux comprendre. Ce que je devine, c'est lorsqu'il se passe quelque chose comme ça, vous êtes réticent à intervenir directement pour ne pas qu'il y ait, j'allais dire, un bain de sang. Je ne sais pas si l'expression est juste, mais en tout cas, vous êtes d'une très grande prudence et vous préférez au fond qu'il y ait des tirs, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, qu'il y ait des tirs, s'il n'y a pas de blessés, bien sûr, s'il n'y a pas de gens en danger, mais comprenez que ceux qui entendent ces tirs pendant de longues minutes se disent « Mais que fait la police? Pourquoi n'intervient-elle pas »
Pour les raisons que je vous ai données, il n'y avait pas d'urgence vitale engagée, personne n'était à terre, personne n'a signalé quelqu'un avec une intervention de secours urgente. Donc pas de SAMU, pas de pompiers déplacés, pas de collègues blessés. Si les collègues étaient intervenus de façon désordonnée sur place, il y aurait pu avoir des blessés graves, voire des morts. Donc je pense que la situation et la stratégie utilisée a été la bonne. Je vous remercie et effectivement, je peux comprendre et entendre ces personnes qui ont tiré dans la nuit. Elles sont aujourd'hui sous les verrous. Elles sont recherchées. Où en est l'enquête ? L'enquête est en cours. On a les 2 personnes blessées qui sont identifiées, qui faisaient partie. Alors, pour l'instant, en termes de victimes, mais bon, elles étaient évidemment sur les lieux de la fusillade. Donc, l'enquête est en cours et je peux pas évidemment donner d'éléments quant à ça. Je comprends. Merci beaucoup, Monsieur Gallet. Une nouvelle fois, vous étiez avec nous hier. Bon, on va pas reparler longuement de cela. On a tout dit ce qu'on avait. Comment ? Je suis pas convaincu. Je comprends la difficulté des forces de police, des forces de l'ordre, mais le délai était très long quand même. Et il ne peut pas savoir au départ s'il n'y avait pas eu une intention d'homicide ou de règlement de compte. Il y a eu beaucoup de chance, effectivement, mais le délai me paraît particulièrement long. Bon, moi, j'ai pas envie, vous le savez bien, de mettre, pas jeter la pierre, pointer du doigt les policiers qui font un travail déjà tellement difficile et qui peuvent être en danger et qui sont d'une très grande prudence aujourd'hui. Donc, forcément. On s'interroge quand même. Il y a un élément nouveau par rapport à hier. Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de la CRS 8 dans le quartier de Rennes. Comme à chaque fois, la CRS 8 arrive. Il reste 15 jours, un mois, ils repartent et rien ne change. Bon, si on abordait ce sujet, on ne dirait rien de nouveau que nous disons depuis des journées. C'était le focus sur Marseille, maintenant c'est Rennes, demain Toulouse, Lyon, etc. Avant c'était Nîmes aussi. Ça s'appelle un changement de... Logiciel. Voilà. J'ai vu de que société. Flores. Oui. Oui. Là, ce qu'il faut pour aborder ces sujets, c'est un changement de logiciel. Noémie Schulz, bonjour. On va parler de Crépol avec tout d'abord Crépol, un tweet de la maire de MAIRE, la maire de Romans. Non, pas de Romans d'ailleurs. Romans-sur-Isère. Si, la maire de Romans-sur-Isère. Je salue le travail des enquêteurs de la gendarmerie après l'interpellation de 11 individus. Je reste inquiète de la situation explosive dans les quartiers et des agissements d'une minorité ensauvagée, hermétique aux valeurs de la République. Justice pour Thomas. Dit-elle, je vous propose de voir peut-être le sujet. Vous allez nous dire où en est l'enquête, Noémie. Un coup de filet qui apportera peut-être des réponses. Ce lundi matin, une dizaine de personnes ont été interpellées par les gendarmes dans le cadre de l'enquête sur la mort de Thomas Perotto. Ce jeune rugbyman âgé de 16 ans avait été mortellement blessé par un coup de couteau dans la nuit du 18 novembre dernier, alors qu'il participait avec des amis à un bal organisé dans le village de Crépol. D'après nos informations, ces nouveaux suspects, dont l'un est mineur, sont originaires de Romans-sur-Isère ou à proximité immédiate. De nationalité française, ils sont connus des forces de l'ordre pour des délits mineurs. Ils sont actuellement en garde à vue dans le but d'éclaircir leur rôle précis dans cette affaire où les arrestations se multiplient. Quelques jours après le drame, 9 individus dont 3 mineurs avaient été interpellés et mis en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion. L'auteur du coup mortel reste toujours inconnu. Le général Christian Rodriguez était ce matin l'invité d'RTL, il s'est exprimé. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir été présentes lors de ce drame, avec un niveau de responsabilité qui restera déterminé, mais elles ont été présentes. Et dans cette enquête, l'intérêt, c'est d'avoir le regard de chacun pour que tout le monde nous dise ce qu'il a vu ou ne nous dise pas, mais pour qu'on puisse confronter en fait les propos des uns des autres pour mieux y voir dans cette affaire et savoir quelles sont les vraies responsabilités. Bon, ça va être très important, Crépol, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui sera regardé par les politiques et par les médias, Noémie Schulz, parce que chacun n'analyse pas Crépol de la même manière. Pour certains, c'est un fait divers. Pour d'autres, c'est un fait de société qui dit quelque chose de la France d'aujourd'hui. Oui, mais on voudrait avoir la fin de l'histoire alors que l'enquête est toujours en cours et que la difficulté est notamment d'identifier l'auteur du coup de couteau qui a tué Thomas.
on a une description, c'est un jeune avec les cheveux longs. Or, il y a plusieurs jeunes interpellés qui font partie des jeunes maintenant qui sont soit mis en examen, soit qui ont été interpellés très, très récemment et qui correspondent à ce profil-là. Et pour le moment, personne ne reconnaît être l'auteur du coup de couteau. Donc, c'est la difficulté. L'autre question qui se pose, c'est de savoir si c'était vraiment, comme ça a été présenté, une descente organisée de jeunes qui se sont présentés dans ce bal pour en découdre. Or, on sait aussi maintenant qu'un certain nombre des jeunes interpellés sont arrivés dès le début de la soirée. Donc oui, au moment, quand l'enquête sera terminée et au moment du procès... Les jeunes avaient des couteaux, si vous me permettez. Absolument. C'est essentiel. Non, c'est-à-dire que vous avez des jeunes gens qui font une fête dans un village et qui voient arriver... Mais c'est deux choses de savoir si c'est des gens qui arrivent en cours de soirée pour en découdre ou s'il y en a qui sont là dès le début du bal. Je vous donne les éléments factuels, après vous en tirez les conclusions que vous voulez. J'entends bien, mais des jeunes gens qui viennent dans une fête de village avec des couteaux, je peux m'interroger de leur motivation. Oui, qu'ils soient au début ou intervenus après, ils avaient des couteaux, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, l'enquête, là où vous avez raison, il faut être... Que dites-vous ? Je dis que contrairement à Rennes, il n'avait pas de Kalachnikov. Hein. Bon, en tout cas, il faut être prudent, bien évidemment. C'est un sujet sensible, bien évidemment. L'enquête est en cours et Noémie Schulz a raison de le préciser. Et il va falloir attendre précisément, mais ça sera regardé au microscope. Vraiment, Crépol. Bien évidemment. Autre sujet, sauf si vous avez commentaire à faire, autre sujet judiciaire, et celui-là, c'est Jean-Luc Reichmann qui, hier, a tweeté, Jean-Luc Reichmann, le présentateur des 12 coups de midi, qui a tweeté « Bastien, ancien candidat des 12 coups de midi, était une belle personne, toujours pas de jugement 5 ans après son décès. » C'est pas normal, ça. Comme vous dites, ses agresseurs ont été relâchés. Oui, sous contrôle judiciaire, mais relâchés. Ces agresseurs ont été relâchés. Il est mort, hein. Oui. Bon. D'abord, je crois que c'est la loi. On peut pas. Au bout d'un moment, tu peux pas garder quelqu'un si le procès. Il y a 15 mois, je crois, de détention. Ils auraient pu le garder un peu plus quand même. Donc, ces agresseurs ont été relâchés. Ils sont aujourd'hui dans la nature. On ne pense évidemment pas à sa maman, à sa famille, etc. Je trouve ça invraisemblable. Mais ça, c'est un commentaire personnel que je fais. Je voudrais qu'on voit peut-être le sujet de Mathieu Devez et vous allez pouvoir peut-être me dire ce que vous en pensez. Un sentiment d'abandon vécu par la famille de Bastien Payet. L'étudiant et chanteur de 23 ans est mort à Reims il y a 5 ans, tabassé en pleine rue. Malgré une instruction achevée depuis plus d'1 an, le procès n'a toujours pas eu lieu et aucune date n'a été annoncée. Les 3 suspects, eux, ont retrouvé la liberté. Peut-être que quand je fais mes courses, peut-être qu'ils sont à côté de moi, j'en sais rien. Pourquoi ils se priveraient de ne pas recommencer ? Puisque de toute façon, il ne se passe rien derrière. Ça fait 5 ans, il ne se passe rien. Et ils ont certainement leur petite vie tranquille, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. On risque de nous les montrer comme des gentils petits garçons qui se tiennent à carreau. Seulement, ils ont tué mon fils il y a exactement 5 ans. Une attente insoutenable pour la mère de Bastien. Elle confie perdre peu à peu confiance en la justice. On est tous ultra choqués. Moi, ma vie, elle est complètement détruite. J'ai perdu mon travail, je suis en invalidité. J'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon fils unique. J'ai tout perdu. Après les faits, 2 des 3 suspects étaient restés en détention provisoire pendant 1 an et 5 mois. Le 3e, quelques mois de plus. C'est quand même, je vous assure, mais... quand on pénètre dans chaque affaire, et en fait, ces affaires, on en parle uniquement parce qu'elles sont médiatisées. Donc les autres, on peut s'imaginer que ça se passe comme ça, mais elles ne sont pas médiatisées. Quand on pénètre dans le fonctionnement de la justice française, on est vraiment surpris et on est glacé. On est peut-être même glacé. Entre le temps, mais pourquoi ces gens-là sont-ils dehors ? Donnez-moi, pourquoi ces gens-là sont-ils dehors ? C'est pas acceptable d'avoir une justice qui ne rend pas des décisions, surtout dans des affaires criminelles. Là, actuellement, l'affaire est terminée, l'instruction est terminée, il faut attendre un délai d'audiencement qui est fixé au minimum à 1 an, vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Parce que la justice nous dit, mais l'urgence, c'est de faire juger les dossiers où il y a des détenus. Oui, mais là, on est dans une affaire criminelle. Ces individus ont été incarcérés, ils ont été libérés en raison de la lenteur
de l'instruction. 5 ans, c'est beaucoup trop long. Ce qui montre effectivement notre défaillance à ce niveau-là. La seule chose qu'il faut dire, et c'est pas du tout pour justifier, effectivement, c'est un délai qui est assez difficile à justifier. Le fait qu'ils ne soient plus détenus, ils sont sous contrôle judiciaire, mais effectivement, fait que c'est pas une priorité par rapport à des procès d'assises où vous avez les accusés qui sont détenus et donc qui doivent être jugés en priorité. Et l'autre chose, c'est toujours de rappeler quand même que c'est pas parce que ces personnes qui ont été placées en détention provisoire puis remises en liberté en attente de leur procès comparaissent libres qu'elles ne partiront pas en prison à l'issue du procès. Seule précision que je voulais apporter. Oui, c'est un petit lot de consolation, mais je pense que la mère qu'on vient d'entendre, elle ne comprendra pas. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle verra les auteurs de la mort. Jamais aux victimes, quoi. On ne pense pas à cette dame qui est la mère de cet enfant. C'est ça qui est absolument très choquant. Choquant. Bon, sujet évidemment, la fin de vie dont on a parlé hier. Est-ce que, Charlotte Dornelas, pour vous, le mot aide à mourir est équivalent du mot euthanasie? Le mot, non, mais la chose, très certainement. Ce que nous propose Emmanuel Macron comme aide à mourir, c'est à la fois l'euthanasie et le suicide assisté dans différents cas. Mais il propose les deux dans la loi, en l'occurrence. L'euthanasie étant la dose létale donnée par un tiers, en l'occurrence du corps médical ou un proche. Un proche, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, par ailleurs. Et le suicide assisté étant vous prescrivez une dose létale à la personne qui peut le prendre elle-même. Je disais tout à l'heure, je pense que ceux qu'on doit entendre en priorité, c'est ceux qui sont confrontés à cela. Oui, Il me semble en priorité. Et je citais Charles Bietri, que je cite tous les matins, qui a dit hier merci. Merci pour cette loi et qui a parlé de liberté et de dignité. Cette parole me paraît plus importante que les autres. Un témoignage, par définition, se discute pas. Vous pouvez pas l'apporter dans un débat. On débat pas avec quelqu'un qui témoigne de la situation dans laquelle il est, de sa manière d'affronter la maladie et la mort. Simplement, dans un débat pareil, je remets pas du tout en cause l'importance. Je fais pas une hiérarchie d'importance. Je vous dis, il y a des milliers de malades qui ont des témoignages extrêmement différents. Et si je vous apporte un témoignage d'une personne qui est atteinte de la même maladie et qui vous dit le contraire, comment vous gérez? Si, je vais vous répondre. C'est que dans ces cas-là, chacun choisit pour lui. C'est-à-dire que le fait que cette loi soit votée n'enlève rien à ceux qui ne veulent pas l'appliquer. C'est ça le raisonnement que je mets en place. Je vous réponds à ça, que quand... Là, en l'occurrence, le sujet, et c'est pour ça que je conteste le mot aide à mourir, je préférerais débattre avec des gens qui assument ce qu'ils veulent faire, en l'occurrence euthanasie et suicide assisté. Et d'ailleurs, l'Élysée, en faisant le service après-vente, nous explique que le président a trouvé que les mots étaient trop chargés. Je confirme, c'est chargé, c'est lourd comme décision. C'est évidemment une décision qui est grave et tout le monde l'aborde comme telle. Simplement, la question qui se pose, c'est à la société entière. La différence entre, précisément, reprenons le mot suicide, entre le suicide et le suicide assisté, c'est que vous convoquez un tiers. En l'occurrence, et d'ailleurs Emmanuel Macron le dit comme ça, la société. Donc c'est bien tous ensemble que nous sommes concernés pour savoir si oui ou non nous accordons à un tiers le droit de donner cette dose létale, donc de tuer, même sur demande du patient. Par ailleurs, demande qui est discutée là dans le texte, puisque c'est l'équipe médicale qui aura le dernier mot, et non pas le patient, quelle que soit sa situation. Donc la liberté, elle est encadrée, elle ne le sera plus dans les moutures qui suivront. Mais là, en l'occurrence, ce qui est convoqué précisément dans ce sujet-là, c'est la société. Donc la société. Quand vous changez la loi, elle concerne tout le monde. Donc vous pouvez avoir une objection de conscience à la loi qui régit votre pays. On va voir le sujet peut-être de Marie-Liesse Chevalier, puis après je vais vous interroger les uns les autres. Ce qui me frappe moi depuis hier, c'est que les professionnels aussi, je l'ai dit, et Marie de Henzel, qui est psychothérapeute, qui connaît ces sujets depuis longtemps. Et Claire Fourcade, patronne des soins palliatifs en France, quand même. Exactement. Elle conteste pas seulement, elle est très en colère. Oui, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, visiblement, n'a pas ou peu consulté ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont... Il y a 60 000, effectivement, bénévoles dans les unités de soins palliatifs. Pour la plupart, d'ailleurs, ce sont des gens qui sont très engagés sur le plan religieux. La plupart sont des chrétiens pratiquants. Hein. Faut pas se cacher à son petit doigt. Ce sont les cathos qui vont aider pour la plupart les gens. Ils les aident pas à mourir, ils les aident à vivre. La loi de fraternité qu'appelaient les églises, la fraternité qu'a mis en avant le président, la loi de fraternité, c'est d'aider à vivre, c'est pas d'aider à mourir. Accessoirement, l'État, sa responsabilité, c'est de développer des unités de soins palliatifs. La loi de l'UNETI date de 99, ça fait un quart de siècle. Donc,
Et l'un n'exclut pas l'autre. Pardon ? L'un n'exclut pas l'autre. On peut développer les soins palliatifs. En fait, quand vous êtes dans le réel, parce que d'abord l'aide à mourir, c'est pas simplement des mots, c'est une sorte de rupture anthropologique, c'est quelque chose sur le plan symbolique, quelque chose de très très important qui va être très difficile à vivre pour tout le corps médical, tous les gens qui s'occupent de santé. Et puis deuxièmement, dans le concret, quand vous êtes auprès d'un malade déprimé, par exemple, qui souffre, si vous atténuez sa souffrance, déjà, il est un peu moins déprimé. Il souhaite moins mourir. Et puis si vous l'assistez réellement, si vous l'écoutez, si vous le prenez en charge, si vous passez du temps, si vous êtes dans une forme de compassion qui ne soit pas seulement sur le plan des mots, si vous êtes là, si vous lui tenez la main, eh bien, il a moins envie de mourir. Non, mais on parle. Mais attendez, je vous parle pas de choses. On parle pas de quelqu'un qui est déprimé. On parle de maladie incurable. Le désespoir, c'est quoi ? Maladie absolument incurable. Il me semble que c'est pas possible. Il y a deux choses. Il y a le soin Ce que je vous propose de toute façon, parce qu'on va marquer une pause. Et il est 9h23 et c'est un sujet évidemment. C'est très difficile d'avoir un avis définitif, me semble-t-il, sur ce sujet. En revanche, on va marquer une pause.